Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vais vous présenter le contenu de la boîte du jeu Endless Winter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Alors j'ai un peu acheté ce jeu sur un coup de tête en déplacement. Il me faisait envie à cause des graphismes là, de ce jeu. Là, c'est illustré par Miko, un auteur que j'aime beaucoup. Un des abonnés m'en avait déjà parlé lors de mes vidéos sur les jeux de Shem Phillips. Et m'avait dit, ouais, si t'aimes ce design, va voir Endless Winter, tu vas voir, c'est top. Bah ouais, c'est top. Le jeu est vraiment magnifique et il est super agréable à jouer, donc je suis vraiment pas déçu de cet achat. Et en tout cas, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte. Alors déjà, il y a un petit truc que je trouve assez génial. Alors, vous le verrez probablement pas dans la vidéo, c'est dommage. C'est que les deux personnages, là, ils ont un effet brillant. Et du coup, ils se détachent énormément de la boîte dès qu'on commence à incliner un peu le boîtier. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire l'effet, je pense pas. Mais bon, croyez-moi sur parole, l'effet est vraiment terrible. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette grosse boîte? Alors, on va déjà trouver une notice. Alors là aussi, c'est très plaisant. Le papier utilisé est un peu granuleux. C'est un papier qui ne se froisse pas. Il fait un peu plastifié aussi. Enfin, il est vraiment de très très bonne qualité. Là, franchement, je m'attendais pas à trouver un truc comme ça dans un jeu, comme ça. En général, c'est des trucs qui sont réservés à des versions vraiment collector très, très haut de gamme. Et là, vraiment super. Ce papier, il est hyper agréable. Les règles sont super claires. Et on a une iconographie derrière là qui est parfaite. Simplement parfaite. Les icônes se font assimiler très rapidement. C'est vraiment pas compliqué. Et puis on a cette aide là pour s'y rapporter facilement. Franchement, c'est top. On a en plus un truc qui nous intéresse vachement, c'est un petit livret solo. Donc il est du même acabit que la notice, hein, le même style de papier, ce papier un peu plastifié, très agréable à toucher, avec des règles qui sont vraiment très bien écrites, très simples. Moi, je vais vous avouer un petit secret, j'ai presque pas tout, j'ai pratiquement rien lu, parce que j'ai regardé une vidéo de Totally Table, comme à chaque fois. Quand j'achète un nouveau jeu, souvent je vais voir si Shaggy a fait une vidéo dessus. Et c'est tellement clair, ces explications, c'est ça qui me pousse à vous faire la même chose en français. Parce que je sais qu'on a pas mal de Français qui ont du mal avec l'anglais, n'est-ce pas? Ça, c'est un truc qui est bien pratique. Quand on a une grosse boîte avec plein de compartiments pour ranger dedans, il y a les explications de où va quoi. Et il n'y a qu'à suivre. Et ça, c'est vraiment très compréhensible. Bon, c'est en anglais. Hein, mais bon, c'est pas des termes super compliqués. Mégalith, c'est un monolithe. C'est bon, je pense qu'on va s'en sortir. Voilà. Ensuite, moi j'ai certainement attrapé la boîte à l'envers. Hein, ça, c'est un peu comme d'hab. On va avoir ce plateau. Donc, c'est un plateau sur lequel on va faire monter de part et d'autre nos idoles. Et ça va nous permettre de faire des points à la fin de la partie. Les joueurs qui seront les plus hauts sur ces trucs-là vont gagner des différents points. Notamment sur cette piste-là, on va gagner plus de points en fonction des outils et de la nourriture qui nous restera en fin de partie. Ah ouais, puis hein, je vous ai encore pas fait le speech. Donc, vu la couverture, je pense que vous aviez deviné. Donc, on va jouer des hommes préhistoriques, enfin des tribus préhistoriques. Et on va essayer d'avoir le plus de succès possible et puis avoir suffisamment de nourriture pour survivre, faire de la chasse d'animaux préhistoriques, tout un tas de trucs. J'avais un peu peur que ce soit du style paléo, mais en fait pas du tout. C'est pas un jeu de survie, c'est vraiment un jeu de placement d'ouvriers et de deck building, un petit peu. C'est plus à la Narak. Je le comparerais plus à Narak qu'à paléo, même s'ils sont sur le même thème. Et c'est vraiment cool. Ensuite là on va avoir le plateau de jeu. Alors le plateau de jeu, vous allez voir, il est tout petit. Donc ça, hop, je peux vous le déplier tout de suite. Puis si je vous le déplie à l'endroit, c'est encore mieux. Vous voyez, il n'est pas très grand le plateau de jeu. Il est bien suffisant. Et donc on va avoir des emplacements ici pour poser des pierres sacrées qu'on va pouvoir récupérer, qui nous feront des points en fin de partie. Ici on va avoir une échelle qui va permettre de savoir
au moment de l'éclipse, donc c'est une des phases de jeu, quel bonus on va pouvoir obtenir. Je ne vais pas tout vous détailler tout de suite, hein, je vous les détaillerai pendant la partie bien sûr. Et c'est là qu'on va poser nos ouvriers en fait, dans chacune de ces colonnes où on va faire différents types d'actions. On va pouvoir recruter du monde, on va pouvoir gagner de la culture, ça y est, j'ai oublié le mot, se sédentariser en plantant des tentes et éventuellement en créant des villages et partir à la chasse aux animaux. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs sur ce plateau que je vous expliquerai plus en détail, mais vous voyez, il est tout petit, tout petit, tout petit. Ensuite, comme à mes grandes habitudes de maniaquerie, j'ai gardé tous les cartons qui permettaient de protéger les inserts en plastique. Alors, là-dessous, on va trouver les plateaux joueurs. Donc les plateaux joueurs sont tous les mêmes, il n'y a pas d'asymétrie dans ce jeu. On part tous sur le même pied d'égalité. C'est juste le personnage dessiné dessus qui est différent. Et franchement, regardez ces graphismes, c'est génial. Le coup de crayon de cet auteur, il est vraiment terrible. Et donc tous ces plateaux, il va y avoir tout un tas d'informations dessus, des petits cubes à faire bouger ici, des maisons à mettre là, des tentes à mettre ici, des monolithes à mettre par ici. Vous verrez pendant la partie, il y a beaucoup d'interactions avec ce plateau. Et encore une fois, tout ce qui est dessiné dessus, toute l'iconographie, est très rapidement très clair pour un joueur. Et du coup, ça se passe super bien pour jouer à ce jeu. Alors un autre petit plateau qu'on va poser encore à côté du plateau principal, c'est celui-ci, c'est le plateau de chasse. Donc en fait, on va avoir des petites cartes ici là qu'on va poser d'animaux et on va en révéler suivant différentes conditions et aller les chasser. Du coup, pour récupérer un maximum de points à la fin de la partie. Alors, un truc que j'ai adoré, c'est qu'il y a des petites boîtes comme ça pour ranger tous les accessoires de chacun des joueurs. Bon, par contre, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est qu'il n'y a pas de bleu. Donc je vais être obligé de jouer avec du violet. Je vais vous montrer du coup ce qu'il y a dans la boîte violette. J'écarte un peu tout ça. Je vais peut-être pousser un peu la boîte par là-haut, comme ça j'aurai un peu plus de place. Et donc dans chacune des boîtes, on va retrouver les mêmes choses. Donc on va retrouver ces petites maisonnettes. Donc ça, ça représente les villages en fait. Donc on va avoir 3 villages qu'on va pouvoir disposer dans le jeu. On va avoir ici des monolithes. Alors tous les joueurs commencent avec 2 monolithes neutres. Et ensuite on a chacun des monolithes à notre couleur. Et donc il va falloir les disposer sur un groupement de monolithiques. Vous verrez, c'est pas mal foutu. Ensuite, chacun va démarrer avec une main de cartes. Alors cette carte-là, elle est un peu particulière, c'est la carte du cimetière. On va y placer les cartes qu'on détruit sous cette carte-ci pour plus les voir. Et à la fin de la partie, le nombre de cartes qu'on aura détruites vont nous rapporter plus ou moins de points. Vous verrez ça pendant la partie. Ensuite, on va avoir... C'est là que la symétrie rentre en compte. C'est par rapport à la couleur des personnages. On va avoir les cartes de notre clan. Donc vous voyez, il y a le petit symbole du clan violet. C'est cette espèce de petit ours. Donc toutes les cartes vont avoir ce symbole-là. Donc on va avoir des cartes de culture. C'est celles qui ont cette espèce de peau. Et ensuite des cartes de membres de la tribu. Donc tout le monde a des cartes comme ça, là, les hommes de la tribu. Tout le monde a un homme courageux. Tout le monde a une femme de la tribu. Mais après, les 2 cartes de culture, de mémoire, elles sont différentes. Peut-être que je vérifie, que je ne vous ai pas dit de bêtises, mais il me semble bien qu'elles étaient différentes. Ensuite, on va retrouver, comme dans tout jeu de pose d'ouvriers, nos ouvriers. Donc 2 petits bonhommes à placer, qui sont trop choupis. Et on en place 3 en fait des ouvriers. Et le 3e, il est là. Le 3e, il est là avec ce disque. Et on va avoir droit à une figurine qu'on va placer dans le disque, comme ça. Figurine, je vous expliquerai comment on fait pour la choisir. Et alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'image, mais les figurines sont sculptées sur le même type de graphisme que les cartes. Et elles sont délirantes, ces figurines. Elles ont un look, je les trouve vraiment terribles. Hop, je vais le laisser sortir, tiens. Ensuite, on va retrouver un petit pion pour marquer notre position de joueur, pour savoir si on est premier, deuxième, troisième ou quatrième. On a ces 2 petits cubes qui vont aller sur notre plateau joueur. Je vais vous montrer rapidement. Hop,
comme je vous avais expliqué, ils se mettent comme ça. Et puis on va les faire monter ou descendre en fonction de ce qu'on utilise en termes de nourriture ou d'outils. On a aussi ces petites idoles. Donc ça, c'est tout petit. Voilà, des tout petits trucs comme ça qui vont monter sur la piste d'idoles que je vous ai montré un peu plus tôt. Et enfin, des tentes qui vont représenter des... Du coup, j'ai dit enfin et j'ai trouvé un autre truc que je ne vous ai pas montré. C'est pas grave. Donc on en a 5 de ces tentes qui vont nous permettre de nous préparer à construire un village, qui va nous permettre de nous déplacer sur la carte. Et donc le truc sur lequel je suis tombé, c'est le pion de score. J'avais oublié. Donc on a un petit pion de score. Voilà, donc ça, ce sont tout ce qui caractérise un joueur. Et pour bien terminer le joueur, si j'arrive à fermer la boîte, chacun va tirer en début de partie au hasard un chef de clan. Et c'est ce chef de clan qui va nous définir la figurine qu'on va prendre pour... Oh pardon, ça fait du bruit ce truc là. Donc la figurine, les cartes de clan, je les ai mises ici. Donc vous voyez, ils sont là, toujours avec leur aspect délirant. Et après, il faut s'amuser à rechercher la figurine qui correspond à cette espèce de gros sagouin de chef. Ils ont tous l'air d'être tellement bourrus, tellement brutaux. Enfin, moi, ça m'éclate. Ils sont vraiment délirants. Hop, range-toi comme il faut. Ensuite, on va retrouver ces petites tuiles qui sont les fameuses tuiles de monolithe. Donc, elles vont se placer grosso modo comme ça quand on est en mode de joueur. J'ai essayé de mettre jusqu'au bout. Faire un truc comme ça. Mais là encore, c'est variable d'une partie à une autre parce qu'il y a tout un tas de schémas différents. Elles peuvent être placées comme ça ou elles peuvent être placées je ne sais comment. Je n'ai pas encore joué énormément, mais le peu que j'ai joué, c'était rigolo. Donc on a plusieurs positions pour placer ces monolithes. Enfin, ces emplacements monolithiques plutôt. Et du coup, on les place au hasard, on les mélange et on place les trucs comme ça. Donc d'une partie à l'autre, on ne va pas être amené à tenter la même stratégie pour aller gagner les bonus associés au mégalithe. Donc ensuite, on va avoir des tuiles de terrain. Ça va être un peu le même principe que dans Tamashii. Le jeu va se construire à partir de ces tuiles de terrain qui vont être disposées aléatoirement. Alors contrairement à Tamashii, on ne change pas à chaque partie la forme du terrain. C'est toujours un hexagone, avec toujours cette tuile-là au centre, c'est le camp de base. Et après, on va avoir des tuiles de différentes sortes. Donc celles-ci sont des tuiles glaciaires sur lesquelles on ne peut rien faire. Mais après, on a des tuiles de prairie qui ont gagné un bonus d'idole, des plaines qui font le bonus de nourriture. Celui-ci nous fait poser un monolithe. Celle-ci nous fait faire des armes. Celle-ci nous fait gagner des points. Et celle-ci nous fait gagner encore plus de points. Voilà, donc en fonction de là où on va arriver à déplacer notre tribu, au moment de la fin de manche, on va marquer les bonus associés. On a un petit marqueur ici, hop, un petit mammouth pour compter les manches. Bon, évidemment, ils ont sorti une extension où il y a une figurine aussi, donc c'est pour ça qu'il y a un petit emplacement avec une figurine. Je ne l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder, parce que j'aime pas les jeux pas complets. Alors ces trucs là je vais les sauter parce que hop là, ça je pense que ça se joue pas en solo, ou alors il y a un module à rajouter pour les jouer, je sais pas. J'ai pas eu affaire à ces trucs là pendant ma partie, donc ça je vais les sauter allègrement. Ceux-là pareil, ces trucs là, mais ça il me semble qu'il y a un module pour les rajouter, ces trucs de glace. Donc ça je ne sais pas comment ça se joue ni à quoi ça sert foncièrement. Par contre, ceux que je connais, c'est ces trucs-là. Donc, ce sont les pierres sacrées. Les pierres sacrées dont je vous ai parlé, où on va pouvoir... Je reprends un plateau de jeu. On va pouvoir les payer avec des outils et de la nourriture et les placer comme ça. Et à chaque éclipse, symbole d'éclipse, on marquera les points qui correspondent à la condition de chacune de celles qu'on aura récupérées. Donc ça, les pierres sacrées, je pense que c'est important de les avoir le plus vite possible pour pouvoir marquer un maximum de points en cours de partie pendant les éclipses. Et donc il y en a de niveau 1 et de niveau 2, comme pour les cartes culture.
Cartes culture que je ne vous ai pas encore montrées, qui sont ici. Donc les cartes culture, bah, c'est pareil. Ça, ce sont les cartes avec lesquelles on va former notre deck. On va pouvoir en acheter de nouvelles. Donc vous voyez, là, ce sont toutes les cartes culture de niveau 1. Là, il y a une carte pour les séparer. Et ensuite, les cartes de culture niveau 2. Et donc ces cartes-ci, elles vont agrémenter notre deck, nous donner plus de possibilités. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir gagner plus de bonus et avancer dans la partie. Ensuite, on va avoir des cartes de tribu, enfin de membres de la tribu. Alors, il y en a 15 de chaque, ce sont toutes les mêmes. Donc ça, on va être amené à recruter des gens de la tribu. Donc une artisane, un chasseur, un éclaireur, un chaman et un ancien. Et donc on les mettra dans notre deck et ils vont avoir des pouvoirs particuliers à chaque fois. Et suivant les besoins et l'orientation de notre stratégie, ben, on va choisir tel ou tel membre de tribu. J'ai trouvé le principe pas mal. Ça fait du coup le deck building. On fait avec les cartes culture les améliorations qu'on veut avoir. Et avec les cartes tribu, on va gagner les ressources qu'on a besoin pour utiliser cette culture. Ensuite, on a ce qui nous intéresse le plus, comme toujours, le deck d'Automa. Alors le deck d'Automa, vous voyez, il a 16 cartes, je crois, de mémoire. Et il se joue très facilement. Il est vraiment très agréable. Du coup, ça ne nous bouffe pas la tête à nous faire perdre les pédales quand c'est à notre tour de jouer. Il est vraiment très bien fichu. Je vous l'expliquerai bien sûr. Vous avez peut-être reconnu les 4 colonnes qu'il y a sur le plateau de jeu. Et là, on a le petit bonhomme qui nous dit quelle colonne il a envie de jouer, tout simplement. Et les cartes vont se suivre les unes derrière les autres. Et c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est un rappel, c'est une aide de jeu pour l'Automa, pour nous expliquer comment il va scorer sur les animaux, que je ne vous ai pas encore montré, ça arrive. Et là, on a des cartes de placement de tente pour l'Automa. Donc on va tirer au hasard là où il souhaite aller pour placer ses tentes, puisqu'il va y avoir des bonus associés. On a également un petit jeton, celui-ci, qu'on va utiliser quand on veut jouer contre l'Automa en mode difficile. Moi, j'ai fait qu'une partie en mode normal pour l'instant. J'ai perdu, donc je ne vais pas essayer le mode difficile tout de suite. Et donc, la presque dernière chose à vous montrer, ce sont les animaux. Donc les animaux, vous voyez, il y en a 6 ou 7 couleurs différentes. Et le but du jeu, c'est d'en faire des collections de ces animaux. Donc si on n'en a qu'un seul, il fait qu'un point. Si on en a deux, il en fait 3. Si on en a 3, il fait 6. Et si on a les 4, ça fait 10. Et donc il y a tout un tas d'animaux comme ça. Il y a des animaux uniques aussi. C'est ceux qui ont le x5, je crois. Qui sont considérés... Ah non, quand on en a qu'un, il fait 2. Oui, il fait 2, pardon. Quand on en a 2, il fait 5. Et on a les animaux de joker, les Argentavis, qui eux peuvent être compléter une collection de n'importe quel animal. Donc on a un bon gros paquet de cartes qu'il faudra mélanger bien comme il faut. Ça, c'est pas évident. Ensuite, on a des cartes de démarrage. Donc les cartes de démarrage, ce sont des cartes qu'on va tirer au hasard également et qui vont nous donner des ressources de départ. Donc vous voyez par exemple celui-ci, il va gagner 3 outils, 2 nourritures, une carte culture et un animal de ce type-là pour démarrer la partie. Là c'est différent et ainsi de suite. Donc ça on va les tirer au hasard en début de partie. Et enfin on a les aides de jeu. Et les aides de jeu, ce qui est rigolo, c'est qu'elles sont numérotées. Et on ne démarre pas avec la même chose à chaque fois. Vous voyez, le premier joueur démarre avec rien. Le deuxième avec une nourriture. Le troisième avec une arme. Et ensuite, une arme et une nourriture. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a rien d'autre dessous à part un magnifique dessin. Moi, je trouve ça très très bien fini. C'est chouette. Et voilà, donc c'est un jeu, j'ai fait qu'une seule partie jusque-là, je l'ai vraiment trouvé super chouette. Et j'ai été tellement content quand je l'ai ouvert et que j'ai vu qu'il y avait tous ces inserts et tout ce matériel de qualité, c'est top. Donc bref, voilà. En tout cas, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la vidéo où je vais faire la partie de ce jeu. J'ai hâte de la faire, je ne vous le cacherai pas. Il va falloir que je me dépêche vite de tourner tout ce que j'ai à tourner. Voilà, en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!